Bien, bonjour à tous. Ouais, je voudrais vous parler d'élasticité sous un angle un peu particulier. En fait, on pourrait raconter des milliers d'histoires sur l'élasticité, mais il y en a une, quand je l'ai découverte, elle m'a fasciné. En fait, vous, vous savez qu'on a tous un cerveau. Et dans ce cerveau, en fait, il y a des milliards de neurones. Et en fait, on les utilise de manière hyper spécialisée. Et ça a été découvert grâce à l'IRM fonctionnel. En fait, l'IRM fonctionnel, c'est un appareil d'imagerie qui permet de voir les régions qui s'allument dans le cerveau en fonction de la tâche qu'on effectue. On a pu découvrir qu'en fait, ce n'est pas la même région du cerveau qui est utilisée pour parler, par exemple, ou alors pour faire une tâche, comme prendre cette bouteille, par exemple. Mais la question, c'est comment c'est possible, en fait, que notre cerveau il soit capable, en fait, d'être irrigué et que nos artères elles arrivent à amener le sang pile au bon endroit au moment où on a besoin. En fait, c'est une propriété qui est extrêmement, on va dire, particulière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est au millimètre près que je dois changer l'endroit où le sang va aller. En fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose en fait, qui est le résultat d'une évolution au cours de millions d'années qui a permis d'arriver, chez les mammifères en tout cas, à cette spécialisation. Eh bien, je vais vous montrer qu'en fait, c'est encore une chose qui est le résultat de l'élasticité. C'est grâce à l'élasticité qu'on arrive à faire ça. Alors, pour expliquer, en fait, il faut que je parle d'autre chose. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir ce que je vous montre ici, en fait? Ça, c'est un barrage, en fait. Et si vous êtes à la maison, vous avez envie de prendre une douche. Vous ouvrez le robinet, l'eau, elle coule. Okay, ça, c'est magique aussi, en fait. Mais comment ça se fait? Eh bien, en fait, on a un robinet, mais derrière, il y a de l'eau sous pression. Et pourquoi l'eau, elle est sous pression? Parce qu'elle est stockée dans un barrage, comme vous voyez ici. Un barrage, c'est en altitude. Et en fait, plus les liquides ils sont stockés en hauteur, plus on descend au fond et plus la pression augmente. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est la pression, mais vous avez déjà entendu dire que, par exemple, au fond des océans, il y a une pression énorme. Donc, en fait, ça veut dire que les forces qui s'appliquent sur un objet qui est là, en fait, elles vont être énormes. Et c'est ça qui pousse ensuite l'eau dans tous les tuyaux pour aller jusqu'à notre robinet et faire couler la douche. Eh bien, c'est la même chose dans notre corps. On a, en fait, notre sang qui est sous pression. Et cette pression, eh bien, elle fait qu'au moment où un robinet va s'ouvrir, et en fait, dans nos artères, après, les artères, il y a des capillaires, et ils sont entourés de cellules, et ces cellules, elles sont capables de se contracter. Et c'est ça le robinet. Donc, si elles ouvrent le robinet à un endroit donné, et elles ont appris au cours de notre enfance justement à l'ouvrir au bon endroit au bon moment. C'est pour ça que quand on est, on ne sait encore rien faire, et après on apprend, c'est parce que les cellules, elles se spécialisent, et justement, on arrive à envoyer un débit au bon endroit. Alors, en mécanique, moi je suis mécanicien, on parle d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, c'est ce qui est stocké, c'est la pression, et elle va être transformée en énergie cinétique, c'est-à-dire qu'on va induire un mouvement dans le sang. Alors comment on fait pour transformer l'un en l'autre? Eh bien en fait, il faut justement qu'il y ait cette pression. Alors vous le savez qu'il y a la pression. Quand vous allez chez le médecin, qu'est-ce qu'il mesure en fait? En réalité, il mesure la tension de nos artères. Et en fait, cette tension, elle est due à une pression. Alors pourquoi c'est dû à l'élasticité? Alors, pour parler d'élasticité, j'ai amené des ballons de baudruche. Ils sont élastiques, vous voyez, d'accord? Non, non, c'est bon, je peux parler et faire ça en même temps. Vous voyez, les ballons de baudruche, c'est élastique, ok? Vous savez tous ce que c'est qu'un matériau élastique. Alors moi, je suis mécanicien, comme je l'ai déjà dit une première fois. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des machines où, en fait, les matériaux élastiques, comme le ballon de baudruche, mais également les ressorts, etc., on les étire. Et puis, derrière, on a des appareils qui mesurent la force qu'il faut pour étirer. Et la propriété de l'élasticité, c'est que, en fait, si on tire dans un sens et puis après on relâche, eh bien, en fait, on a les mêmes forces qui sont appliquées. La matière, elle revient sans dissiper d'énergie. C'est ça la propriété de l'élasticité principale. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose qui ne serait pas élastique, eh bien, je l'étire comme ceci, et puis il ne revient pas. Le chewing-gum, par exemple, ce n'est pas élastique, le chewing-gum. D'accord ? Alors, en quoi ça, c'est important pour eh bien, la pression? Parce qu'en fait,
grâce au fait que c'est élastique, qu'est-ce qui va se passer si je gonfle, si je mets de l'air à l'intérieur? Qu'est-ce qui va se passer? Impressionnant, non? Vous avez vu? En fait, l'élasticité, elle s'est convertie en pression dans l'air, d'accord? Donc en fait, nous, c'est la même chose. Nos artères centrales, les artères de notre thorax, les artères de notre abdomen, les artères au niveau du cou, qui apportent des quantités de sang à nos organes, elles sont élastiques, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, s'il n'y avait pas le sang, elles auraient la même taille que ce ballon, et c'est grâce au sang qu'elles se dilatent, et elles restent toujours dilatées au-delà de leur taille normale. Et donc, elles sont toujours en train de soumettre notre sang à une pression, okay, qui varie, qui plus est, puisque le cœur il pompe sans arrêt à nouveau du sang pour remettre dedans, parce que sinon, elle se viderait. D'accord ? Donc, c'est ça, en fait, qui aide notre corps à distribuer le sang partout, au bon endroit, au bon moment, quand on en a besoin. C'est cette pression qui résulte de l'élasticité. Et pour conclure, ce que je voulais dire, eh bien, c'est qu'en fait, j'en ai fait mon métier. C'est que, en fait, dans mon laboratoire, eh bien, on a commencé à développer des machines pour mesurer cette élasticité de plus en plus finement, parce qu'en fait, on aimerait la connaître à l'échelle des cellules. Et puis après, on développe des modèles informatiques et on les met dans un ordinateur parce qu'il y a plein de problèmes dans notre corps qui apparaissent. Et en fait, un premier problème, vous le connaissez tous, c'est qu'on vieillit. Et l'élasticité, elle diminue quand on vieillit et ça, on n'y peut rien. Mais par contre, chez certaines personnes, ça cause des maladies, comme les anévrismes de l'aorte. L'élasticité, elle diminue plus à certains endroits. Et donc, on a cherché à comprendre cela et à le modéliser informatiquement. Donc, on fait des jolies cartes de couleurs, mais après, on essaie d'utiliser les résultats pour dire au médecin, ah, là, c'est vraiment le moment de changer l'artère, parce qu'il n'y a plus assez d'élasticité. Merci. Voilà, donc bonjour à toutes et tous. Donc, est-ce que vous êtes déjà posé la question de comment vieillit-on? Mais Stéphane a un petit peu spoilé la réponse. Comment vieillit-on et surtout, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bien vieillir? C'est un petit peu les questions qu'on se pose, nous, au laboratoire. Et on s'intéresse donc aux fibres élastiques biologiques. Donc, dureté et rigidité sont compagnons de la mort, fragilité et souplesse sont compagnons de la vie. Alors, cette phrase de Lao Tzu, donc, ça date de l'Antiquité. Et donc, déjà, à l'Antiquité, on avait conscience que si nos corps étaient élastiques et souples, c'était plutôt signe de bonne santé et que plus on va avancer dans l'âge, plus on va vieillir et plus on va se raidir. Et peut-être le premier reflet de cette perte d'élasticité ou d'augmentation de rigidité, c'est au niveau de la peau qu'on peut le voir. Et donc, si simplement vous faites ce petit test, si vous voulez savoir où en sont vos fibres élastiques dans votre corps, c'est un geste de clinicien, vous tirez légèrement le dessus de la peau de votre main, sans vous faire mal, ce n'est pas l'idée. Voilà, vous tordez un petit peu et vous relâchez. Et vous voyez que le temps que va mettre votre peau à revenir à son état initial, la vitesse, ça va dépendre de votre état d'élasticité. Alors, si vous avez un enfant à côté de vous, ça va vous faire mal. Voilà, très clairement. Et donc, sachant cela, à votre avis, quel âge a cette personne sur la photo? Moins de 25 ans, entre 25 et 50, plus de 50? Une idée? Oh, on a tous envie de dire qu'elle a une cinquantaine d'années, hein, pas loin quand même. Hein. Voilà. Et donc, en réalité, sur cette photo, Cécile a 15 ans. Voilà. Donc, elle est atteinte d'une maladie génétique rare qui s'appelle la cutis laxa, qu'on peut traduire par peau lâche, peau relâchée. Et donc voilà, elle est une mutation au niveau d'un gène qu'on appelle l'élastine et qui code pour une protéine, l'élastine, donc qui est une protéine majoritaire des fibres élastiques biologiques. Donc si la peau est le premier témoin de notre âge et de l'état de notre élasticité, c'est aussi le reflet de ce qui se passe dans nos organes internes, puisque l'élasticité elle est systémique, on a tout un tas d'organes qui ont besoin de se déformer, de revenir à l'état initial pour fonctionner correctement. Mais alors pourquoi est-ce que tout cela diminue avec le temps? Eh bien, c'est qu'en fait, si on regarde ce petit graphique, cette petite courbe verte qu'on appelle donc l'élastogénèse, c'est la synthèse de nos fibres élastiques, et on s'aperçoit qu'elles sont synthétisées essentiellement au jeune âge. Ça démarre in utero, dans le dernier tiers de la vie fœtale. On a un gros pic à la naissance,
parce que le corps est soumis à la pesanteur, parce que l'air remplit les poumons, parce que notre circulation sanguine se ferme. Donc on a un besoin de fournir en élasticité. Et puis ensuite, pendant la croissance, parce que notre corps s'allonge, et donc les fibres élastiques vont suivre le grandissement du corps. Voilà, puis à l'âge adulte, ciao, terminé. On n'en fait plus, c'est fini. Et peu à peu, finalement, ces fibres vont se dégrader avec le temps. Donc on a un capital élastique une fois qu'on a fini notre croissance, et puis à 20 ans environ, quand on a fini, ça y est, on vieillit, c'est parti. On dégrade petit à petit, et puis on va dégrader plus ou moins vite, selon le patrimoine génétique, selon nos modes de vie. Si on prend beaucoup de soleil, la peau, elle ne va pas aimer, elle va vite se rider, par exemple. Voilà, témoin de dégradation de l'élasticité. Si on fume, si on consomme trop d'alcool, si on a une nourriture complètement déséquilibrée, tout ça, ce sont des facteurs qui vont accélérer la dégradation de notre capital élastique. Alors, pour bien comprendre ça, voilà, merci Stéphane d'avoir bien introduit le système cardiovasculaire. Donc, le cœur, c'est une pompe qui va servir à faire voyager le sang à travers le corps. Okay. Donc, quand le cœur se contracte, ce qu'on appelle la systole, le sang est éjecté, va rentrer dans les artères. La première des artères, c'est l'aorte. Et donc, sous l'effet de la pression, qu'a très bien expliqué Stéphane, eh bien, l'aorte va se dilater. Ensuite, le cœur va se relâcher pour se remplir à nouveau. Et donc, à ce moment-là, eh bien, l'aorte, grâce à l'élasticité, va reprendre sa forme initiale et pousser le sang un petit peu plus loin. Et donc, on voit apparaître une onde qu'on appelle l'onde de pouce. C'est ce que vous pouvez tâter quand vous prenez le pouls radial au poignet ou à la carotide, au niveau du cou. C'est ça que vous sentez. Et donc, cette onde, elle va être lissée petit à petit pour transformer le flux pulsatile à la sortie du cœur, de la pompe, en un flux continu au niveau des organes. Voilà. Et donc, sur la droite, vous voyez en vert, ces lames, ça, ce sont des lames élastiques à l'intérieur de l'aorte. Alors ici, c'est une aorte de souris qui contient à peu près 7 à 8 lames élastiques, et donc qui fait environ 1 mm de diamètre. Et si c'était une aorte humaine, on aurait beaucoup plus de lames élastiques, et on aurait 3,5 à 4 cm environ de diamètre interne. Voilà. Et c'est à ça que ressemblent nos fibres élastiques dans nos vaisseaux. Alors, quand on n'a pas assez d'élasticité, voilà, le premier problème, c'est que les artères ne sont plus fonctionnelles, l'hypertension apparaît, et puis localement, on peut avoir des défauts. Donc, notamment, si on n'a plus assez d'élastine, les cellules à l'intérieur des parois des artères vont se mettre à se multiplier de façon incontrôlée, prolifération incontrôlée, et donc ça va réduire la lumière de nos artères. Ça, c'est ce qu'on appelle la sténose, jusqu'à ce que le sang ne passe plus. Un autre cas qu'a expliqué Stéphane, donc c'est l'anévrisme. Cette fois, c'est une fragilité à un endroit donné de la paroi, et on va avoir comme une sorte de hernie, et qui peut, après, si elle rompt, donc c'est l'accident vasculaire, qui peut être cérébral, c'est au niveau du cerveau, le célèbre AVC que tout le monde connaît. Alors, comment on répare ça? En fait, les fibres élastiques, je l'avais dit, à l'âge adulte, on n'en fait plus, donc ça, on ne peut pas réparer. Donc, dans les cas les plus graves, on va poser des prothèses endovasculaires à gauche, donc on appelle stent. Donc, on vient avec un cathéter venir à l'intérieur de la lumière de l'artère, on dilate ce petit grillage, c'est un matériau métallique biocompatible, on le dilate et donc le sang peut passer de nouveau. Et dans les cas vraiment plus graves, on est carrément obligé de remplacer tout un tronc artériel, c'est l'image de droite, avec un textile qui reprend certaines propriétés mécaniques de nos artères. Voilà. Ça marche plutôt bien. Et heureusement, merci à la chirurgie. Le problème, c'est que ce n'est pas définitif. Et souvent, il faut réintervenir. Et encore, voilà, les problèmes reviennent, souvent. Et puis, ce sont des corps étrangers. Bien que ce soit bien toléré par notre système immunitaire, quand même, le corps il va chercher à isoler un petit peu ces objets, mettre un petit peu de fibrose autour, et dire non, non, ça, ce n'est pas de chez nous, on l'isole. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, au laboratoire, on reprend ces idées de prothèses, mais à l'échelle moléculaire, cette fois. On va essayer de réparer les fibres élastiques. Et donc, à l'échelle moléculaire, ça veut dire qu'on va jouer sur les protéines des fibres élastiques. Et donc, là, on est à une échelle du nanomètre, 1 milliardième de mètre. Et donc, dans nos fibres élastiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près deux composantes. Il y a une trentaine de protéines, mais c'est deux composantes. Une composante de microfibrilles, c'est un petit réseau, sur lequel vient le composant majoritaire, l'élastine. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rajouter de l'élastine sur ces petits réseaux. Le problème, c'est que l'élastine qu'on fabrique, elle est compliquée à synthétiser artificiellement, et en plus, elle est super fragile. Alors pour nous, l'idée, c'était de designer une protéine artificielle qui reprend les propriétés physiques et biologiques de l'élastine naturelle, mais on essaye de gommer ses défauts aussi.
Et donc pour faire ça, grâce au génie génétique, eh bien, on fait synthétiser un petit gène. Ce petit gène, on va l'introduire dans une bactérie, et c'est la bactérie qui va faire le travail. Donc ça, c'est de la bioproduction. D'accord ? Donc c'est la bactérie qui, grâce à son matériel, va faire la protéine dans des fermenteurs, plus ou moins gros. Et nous, après, il ne nous reste plus qu'à purifier la protéine et à la formuler en solution injectable, par exemple. Alors pour la caractériser, typiquement, on peut la mettre dans un moule et puis on va la réticuler, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit agent pour lui faire des petits ponts entre les différentes protéines et on peut obtenir un matériau, comme ici, en os de chien, en dog bone. Voilà. Et ce matériau, et ben ensuite, on va chez Stéphane, on utilise ces machines qui tirent dessus et on peut en déterminer les propriétés mécaniques. Voilà, c'est ce que vous voyez sur la droite. Dans cette expérience, on a pu l'allonger jusqu'à 5 fois sa taille et déterminer que son comportement était bien élastique. Donc on a bien fait une protéine élastique. Ça coûterait un petit peu cher pour s'attacher les cheveux avec, mais là, ce n'est pas l'idée. Donc notre petite protéine, individuellement, nous après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des cellules d'aorte, tout simplement. On les a mises dans des boîtes en plastique pour faire de la culture in vitro de ces cellules d'aorte. Et dans leur milieu nutritif à ces cellules, eh bien, on leur donne la protéine synthétique. Et ce qu'on peut voir sur la droite, donc en jaune, ce sont les noyaux, c'est l'ADN des cellules qui sont dans la boîte. En cyan, en bleu cyan, ce sont les microfibrilles que les cellules ont synthétisées. Et en magenta, eh bien, c'est notre protéine élastique qui a été tissée sur ces réseaux de microfibrilles par les cellules. Donc elle est bien reconnue, elle est bien capable d'aller donner de nouvelles fibres élastiques dans la boîte. Ça, c'est dans la boîte. Depuis, on a avancé un petit peu plus loin. Voilà. On fait d'autres tests, on optimise, on développe. Mais ça prendra encore pas mal de temps avant de pouvoir l'avoir en tant qu'agent médicament. Ça, c'est ce que va vous expliquer Valérie juste après. Voilà. Le temps que ça prend entre ça et à ce qu'on puisse vous soigner avec, si ça marche, si ça va jusqu'au bout. Voilà. Donc en attendant, le meilleur moyen de ne pas vieillir pour vous, c'est de bichonner, de prendre soin de vos fibres élastiques parce qu'elles ne repousseront pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc bonjour à tous, merci aux organisateurs pour cet accueil. L'environnement est exceptionnel. Et merci à Romain et à Stéphane pour ces exposés très intéressants qui prouvent que finalement la recherche, c'est pas si facile que ça. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas avoir peur de l'échec, il faut être patient sans forcément être malade. Et tout le monde n'a pas la chance d'Alexander Fleming, Sir Alexander Fleming, qui a découvert la pénicilline pratiquement à un claquement de doigts, de main. Voilà, donc l'histoire est assez connue mais intéressante. Dire que Alexander Fleming était un médecin-chercheur qui faisait de la recherche sur le staphylocoque, parce qu'il avait en fait assisté au décès de militaires pendant la Première Guerre mondiale dans des conditions assez douloureuses. Donc, en revenant de la guerre, il a décidé d'étudier le développement des staphylocoques. Et en septembre 1928, il rentre de vacances et quand il rentre dans son laboratoire, au stupeur, c'est une pagaille immonde. Ces boîtes de pétri, donc les fameuses petites boîtes en plastique, là on en voit sur le diaporama, ont été jetées dans l'évier. Ça va un peu n'importe où. Donc on imagine sa tête. Il revenait de vacances, mais à mon avis, il n'était pas très très content. Et quand il regarde ces boîtes de pétri, elles sont recouvertes de moisissures vertes. Vous savez, la moisissure qu'on retrouve un peu sur le roquefort. Et donc, quand il regarde de plus près, il s'aperçoit que les boîtes de pétri qui ont été contaminées par la moisissure verte, et dans ces boîtes, il n'y a plus de staphylocoque. Donc, il dit, c'est intéressant. En fait, il y a une moisissure qui empêche les bactéries de se développer. Et Eureka, elle avait découvert la pénicilline. Donc, de façon, on va dire, hasardeuse. Enfin, c'est de la chance, en gros. Comment ? Ouais. Mais par contre, donc, la découverte de la pénicilline 1928, mais la première administration au premier patient, c'est 1941. Donc il a fallu travailler sur la formulation, comment un patient peut prendre donc soit par comprimé, soit par injection la pénicilline. Donc ça a été très compliqué. Et en 1945, donc Sir Alexander Fleming reçoit pour sa découverte le prix Nobel de médecine. Donc tout le monde n'a pas la chance d'Alexander Fleming, mais la recherche, il y a quand même beaucoup d'intuition.
mais on se lève tous les jours avec l'espoir de soulager les malades. Et il faut être assez tenace. Il faut tous les jours remettre l'ouvrage sur le métier. Et en fait, la recherche, c'est une course de fond, et quelquefois avec des obstacles, mais c'est surtout un sport d'équipe, avec, on l'a vu, donc des bioinformaticiens, des biologistes, des physiciens, des mécaniciens, c'est de la physique aussi, et des juristes et des pharmaciens, parce que ça peut vous paraître étonnant, mais la recherche, ce n'est pas forcément avec des tubes à essai, des ordinateurs et des boîtes de pétri. Ça peut être simplement entre guillemets, dans la tête des enseignants en droit pharmaceutique. Et à cet égard, ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'en France, la première loi sur les essais cliniques pour protéger les participants à la recherche date de 1988. Donc c'est assez tard. Et cette loi a été portée par des parlementaires, et notamment le sénateur Sérius Kla, qui était le sénateur du Rhône. Et pharmacien, il a fait ses études de pharmacie à Lyon, tout comme moi. Donc cette loi permet, par exemple, aux promoteurs, oblige les promoteurs à avoir un contrat d'assurance au cas où il y aurait donc un accident pendant la recherche, et impose aussi une information des participants sur les risques pour que les participants puissent donner leur consentement éclairé à la recherche. Donc c'est un texte primordial pour permettre donc de recruter dans des conditions transparentes en fait les participants à la recherche. Donc, si après que Romain ait travaillé sur sa molécule élastique, on décide de lancer des essais cliniques, alors tout d'abord, il faut faire des tests, comme il nous expliquait, en laboratoire, pour essayer d'avoir le plus d'informations possible, alors avec des modélisations informatiques, un petit peu aussi des essais sur les animaux, même si on essaie que ça soit le moins possible et de tenir compte de la souffrance animale. Et ensuite, la première administration à l'homme et à la femme, selon les tests. Donc la première étape, c'est un petit groupe de patients pour tester la toxicité et la tolérance. La phase 2, c'est pour mettre en place la dose, trouver la posologie la plus efficace, et la phase 3, où on va prendre 2 groupes de patients et on va tester la molécule face à un médicament de référence ou éventuellement face à un placebo pour voir si notre molécule peut devenir une boîte de médicaments en quelque sorte. Et donc, pour aboutir à ces essais précliniques, la phase 1, la phase 2, la phase 3, ça peut prendre entre 15 ans et 20 ans. Donc, comme disait Romain, ça peut être très long. Si tout marche bien, comme on l'a espéré, donc si les chercheurs sont contents et que l'industrie pharmaceutique aussi espère avoir un médicament commercialisé, il faut quand même faire un dossier d'autorisation de mise sur le marché qui prouve la sécurité, l'efficacité et la qualité du médicament. Et donc, ces dossiers d'autorisation de mise sur le marché doivent être déposés auprès des agences de sécurité sanitaire. Donc, si on veut commercialiser en France, c'est l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le plus souvent, c'est plus intéressant de déposer au niveau de l'Agence européenne du médicament, parce qu'il y a plus de population. Donc, l'Agence européenne du médicament qui était à Londres et qui a déménagé à Amsterdam à cause du Brexit. Et si on veut aussi commercialiser aux États-Unis, il faut déposer donc auprès de la Food and Drug Administration. Et pour faciliter les démarches des industriels, pour ne pas avoir à dupliquer les dossiers, donc il y a une autre organisation internationale, c'est le Conseil international d'harmonisation, qui a mis au point un dossier commun qui peut être utilisé quel que soit le continent du dépôt du dossier d'autorisation de mise sur le marché. Donc, dans ce dossier, on a 5 modules. Le premier module est spécifique au continent et à la région. Ensuite, le deuxième module, c'est le résumé du dossier. Et ensuite, le troisième module, c'est la qualité. Et 4 et 5, c'est les essais précliniques et cliniques. Alors, si vous imaginez, donc on fait tout ça de manière électronique. Si on faisait ça par papier, en fait, la pièce ici ne suffirait pas en volume de papier, de cahiers et d'expertise sur les essais cliniques. Donc, c'est des gros dossiers, donc ça prend aussi un certain nombre de mois, même d'années pour les analyser. Et puis, une fois qu'on a l'autorisation de mise sur le marché, ce n'est pas encore fini, c'est-à-dire que le médicament reste
perpétuellement sous surveillance. Et les professionnels de santé ont l'obligation de déclarer les effets indésirables des médicaments sur une plateforme gouvernementale. Les patients aussi peuvent déclarer s'ils ont ressenti des effets indésirables dus à leurs médicaments pour qu'on puisse améliorer le suivi, changer la posologie, modifier la notice. Donc ça, c'est aussi important. C'est ce qu'on appelle les phases 4. Parce que vous expliquez phase 1, phase 2, phase 3. Phase 4, c'est que le médicament est commercialisé, mais qui continue à être observé en vie réelle. Et donc, si tout va bien, on arrive à avoir un médicament. Malheureusement, dans les maladies de l'élasticité, il n'y a pas beaucoup de traitements, ce qu'on appelle les maladies orphelines de traitement, comme la cutis laxa. Par contre, donc, dans d'autres maladies de l'élasticité, comme le syndrome de Marfan, donc, évidemment, on ne peut pas les traiter, mais on peut les soulager. Donc, ils peuvent prendre des médicaments pour avoir une vie quasi normale. Les personnes qui ont la maladie de Marfan, vous en avez certainement croisé lors des concerts de rock ou même de concerts de musique classique. Ce sont des gens qui ont une silhouette très longiligne, avec des bras et des mains, des doigts assez longs. Donc, pour jouer de la guitare électrique ou du piano classique, c'est un avantage. Et donc, selon leur capital génétique, ils ont plus ou moins de symptômes. Mais heureusement, la pharmacie, la médecine peut les aider à mieux vivre. Donc, en définitive, ce qu'on espère à l'issue de ces micro-conférences, c'est que la prochaine fois que vous aurez une boîte de médicaments entre les mains, soit pour vous, soit pour une personne de votre entourage, vous penserez que vous serez conscient que en fait, cette boîte de médicaments, elle n'est pas arrivée par hasard et qu'il y a des chercheurs qui sont levés tous les matins, y compris le dimanche matin, pour essayer de rendre la vie des patients plus douce et d'améliorer leur espérance de vie. Donc, je remercie ces chercheurs et je remercie le public et les organisateurs pour leur attention. Merci à tous. Aussi.